La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 1, Économie. Chapitre 4. Économie parallèle. Une autre économie. Le jardin d'échange universel, instauré au Québec, est un système d'échange qui permet à des particuliers de s'échanger des biens et des services et de la connaissance, sans passer par l'argent. L'unité de base de ce modèle est le point-jeu. Un point-jeu équivaut à une minute de temps de travail. Face au gouvernement, aux banquiers et aux multinationales qui volent et appauvrissent de plus en plus, acquérir la souveraineté monétaire est une mesure qui s'impose. Il est important de préciser que les créateurs de monnaies alternatives locales peuvent être à tout moment considérés comme de faux monnayeurs, jugés et incarcérés. Cela correspond à transformer l'argent papier, monnaie d'échange, en temps d'échange. Il s'agit bien de boycotter le système économique des financiers, au profit d'une autre organisation économique de contribution réciproque et responsable. Il s'agit alors d'une marginalisation volontaire. Il n'y a plus de participation au vote ni de participation aux règles économiques en vigueur. Puisque marginalisation il doit y avoir, il vaut autant qu'elle soit totale. L'individu doit redevenir souverain et donc créateur de son système économique et de son système d'échange. La minute est la même partout sur la planète. Quand on utilise des unités monétaires locales basées sur les monnaies légales, utilisées dans divers endroits du monde, on demeure à la merci des crises économiques, de la dévaluation des monnaies, des taux de change et de tous les autres types de manipulations organisées par les banquiers mondiaux. Pour le jeu, ce modèle d'échange ne concerne pas une entité morale, soumise aux lois commerciales. Il comptabilise simplement l'échange de biens et de services entre des individus. Il devient le moyen d'utiliser une monnaie autogérée. Ce système, rappelons-le, ne peut fonctionner que par une participation équitable, réciproque et volontaire de tous les acteurs qui y adhèrent. Cela sous-entend également un investissement et une participation à l'entreprise locale, mais aussi de couper le cordon ombilical des privilèges, de l'assistanat avec et auprès de l'État-providence. C'est le seul modèle permettant de se libérer de l'esclavage. C'est le seul modèle qui puisse permettre d'échapper à la dictature financière mondiale mise en service par l'actuel système économique de l'oligarchie dirigeante du nouvel ordre mondial. Malgré leur nom trompeur, les banques centrales de chaque pays sont des corporations privées à but très lucratif qui appartiennent à quelques familles élitistes. Quand on utilise de l'argent en dette, une carte de crédit, des actions en bourse ou un compte en banque, on collabore avec les banquiers mondiaux et on participe à la misère dans le monde. Coopérer avec le système d'usure, c'est lui permettre d'exister. En réalité, il est possible de fonctionner sans les banques. Un autre modèle d'échange sans usure s'intitule « Le collectif économique local autonome ». Fonctionnement. Pour comprendre le fonctionnement économique actuel de la société humaine, il suffit d'utiliser un jeu de société, appelé le « Monopoly ». Il convient tout d'abord de préconiser que 100 personnes se réunissent autour d'une table munie du jeu de Monopoly pour pouvoir en comprendre les mécanismes. Le jeu du Monopoly est doté d'une piste ayant la faculté de définir différents chemins de vie, avec ses chances, ses risques, ses embûches et ses destins. Chacun des concurrents aura les siens spécifiques, qui se détermineront en fonction des propres aléas du jeu, définis par un lancer des dés. Le hasard établira donc ainsi le destin de chacun. Pour pouvoir le faire fonctionner, un des participants devra prendre la banque en charge. Le jeu ne peut commencer qu'après une distribution monétaire d'un montant égalitaire. La finalité de ce jeu consistera alors à ce qu'un seul concurrent, le plus chanceux et aussi le meilleur stratège, de pouvoir remporter la partie, après avoir progressivement éliminé tous ses adversaires. Il aura donc le privilège de s'octroyer la totalité de la masse monétaire, d'abord engagée par la banque, au détriment des concurrents plus malchanceux ou moins vertueux que lui.
La même situation se vérifie aussi dans la vraie vie. 1% de la population s'est dorénavant accaparé les 99% du volume monétaire engagé par les banques, et pourtant préalablement prévu pour les échanges des biens et des services entre les individus. Il ne resterait ainsi plus que 1% du volume monétaire global préalable, permettant des échanges entre les 99% de la population. La société humaine ne peut évidemment pas fonctionner dans de telles conditions économiques. Et c'est pourtant sur ce modèle que la société s'est orientée et continue à fonctionner. C'est de cette manière que les plus riches de ce 1% parviennent à s'enrichir toujours davantage, pendant que les plus pauvres se marginalisent progressivement. Tout comme dans le jeu de Monopoly, des parties importantes de la population sont retirées du circuit économique, selon les aléas de leur vie. Est-il possible de modifier une telle situation ? Certainement, mais avec un autre modèle d'organisation économique. Le collectif économique local autonome permet d'établir un modèle différent, mais complémentaire. Il consiste en la réalisation d'un circuit économique situé en dehors de l'inflation monétaire. Sa règle du jeu, comme au Monopoly, est d'octroyer un apport équitable de départ, dès l'inscription de chacun de ses adhérents. Elle est ensuite établie sur la base d'un taux horaire de coopération. Un apport est donc d'abord octroyé, comme au Monopoly, sur la base d'une personne effectuant 20 heures par semaine pendant 4 semaines par mois, soit 80 heures. Une comparaison horaire indicatrice de valeur peut équivaloir à 50 € de l'heure, comme première base. Rappelons, à titre indicatif, qu'un garagiste facture son heure de travail à partir de 60 €. Après la première dotation, à l'inscription des adhérents, les dotations suivantes se feront au prorata des horaires effectués pendant le mois, avec un maximum de 20 heures par semaine, pour 4 heures par jour sur 5 jours, pendant 4 semaines par mois, au titre de la coopération. Sa comptabilité consiste à simplement enregistrer les dettes de chaque adhérent. C'est beaucoup plus simple et rapide que d'enregistrer des transactions monétaires, illicites, de surcroît. Le plein emploi apparaît désormais comme le symbole d'un passé révolu. Les machines intelligentes, plus fiables et moins coûteuses que les humains, sont en passe de remplacer l'humain, tandis que l'essor des algorithmes contribue à une automatisation croissante du travail. La prochaine cible de cette 4e révolution industrielle sera les cols blancs, qui sont au centre de la classe moyenne. Le revenu de base est certainement plus avantageux pour l'ensemble de la société humaine. Il permettrait, entre autres perspectives, de repenser la notion du travail et celle de sa justice. Il demeurera utopique et inacceptable dans le niveau actuel de moralité. Il ne pourra exister qu'accompagné d'une démocratie directe par tirage au sort des dirigeants, révocable, et le vote des lois par référendum populaire. Centre-ville. Un centre d'information pour les centres-villes, l'AID intervient depuis 1973 sur les problématiques du commerce, de l'artisanat et des activités économiques. La clientèle d'aide est majoritairement publique, mais comprend également des opérateurs privés dans le cadre notamment de la réalisation d'études de marché. La vingtaine de personnes qui composent le cabinet disposent de formations en urbanisme, développement économique, marketing et d'expériences opérationnelles acquises au sein d'opérateurs commerciaux et urbains privés et publics. Intervention sur tout type de projet, plans d'action, stratégies économiques, dynamisation de polarités marchandes, restructuration d'équipements commerciaux, création de nouvelles polarités marchandes, programmation d'équipements commerciaux, sur l'ensemble de la France et des DOM-TOM, sur tout type de territoire, de toute taille. Pour construire une stratégie de développement légitime et un programme d'action opérationnel et adapté, il est primordial de s'accorder d'abord sur un diagnostic et des éléments de cadrage, puis d'identifier ensuite les enjeux. Ainsi, la première étape de l'intervention consistera à synthétiser l'analyse problématisée de l'offre commerciale du centre-ville de Bergerac, son contexte concurrentiel des équipements périurbains sur l'agglomération, leurs environnements urbains, leurs conditions d'exploitation, les habitudes des consommateurs et leurs attentes.
La deuxième étape consistera à extraire les grands enjeux du centre-ville de Bergerac de ce diagnostic, de proposer une stratégie de développement commercial et un programme d'action partenariale. Ce plan d'action sera développé sur 7 axes. Le positionnement et le mix merchandising souhaitable du centre-ville. La stratégie foncière et immobilière pour un immobilier commercial adapté. L'observation de l'activité commerciale et d'évaluation des politiques publiques. La gouvernance et la coordination des actions. La politique d'animation, de service, la politique de communication et digitale. L'optimisation du fonctionnement urbain. Les besoins en matière d'accompagnement des entreprises. Le consommateur, poussé par des motivations économiques et écologiques, commence à moins fréquenter les grands équipements commerciaux périurbains, organisés depuis plus de 50 ans autour de la locomotive historique de l'hypermarché. Cette forme de commerce est aujourd'hui de plus en plus considérée comme trop grande, standardisée, impersonnelle et offrant trop de tentations. Le consommateur consomme moins, mais aussi différemment. Il loue, emprunte, répare, fait lui-même, achète d'occasion, ou s'abstient. Le commerce et la distribution vivent assurément une période très déstabilisante. Le consommateur a changé, son pouvoir d'achat a baissé, il veut gagner du temps, s'amender des tâches fastidieuses, privilégier le plaisir. Il sait, connaît, consulte ses communautés, il décide, il arbitre. Malgré la relance économique de la Dordogne, une fréquentation touristique en hausse, des qualités patrimoniales et urbaines indéniables et une politique déjà volontariste sur le commerce, le centre-ville de Bergerac n'échappe pas à ces symptômes décrits dans « Comment la France a tué ses villes », un tissu socio-économique fragilisé, un déséquilibre concurrentiel entre les commerces de périphérie et du centre-ville et la perte d'équipements structurants, de logements ou de services du quotidien. À l'image des territoires de cette taille en France, l'armature commerciale de l'agglomération s'est fortement développée en périphérie au cours des 15 dernières années. Et avec la forte progression du e-commerce, plus 25% en 2 ans en Dordogne, le centre-ville peine à garder sa place dans l'armature commerciale du territoire. Mais il a lieu de rester optimiste. Outre une qualité architecturale et patrimoniale rare, le centre-ville de Bergerac offre aujourd'hui pour la clientèle des conditions de fréquentation d'un niveau de qualité sans commune mesure avec celle que l'on peut trouver en périphérie. Et l'offre des commerçants et artisans indépendants du centre-ville et des marchés structure des circuits qui continuent de se différencier de l'offre standardisée des pôles commerciaux de toutes les entrées de villes de France. Le centre-ville de Bergerac pourrait rapidement faire la promesse d'offrir une expérience singulière à ses visiteurs, du plaisir, du confort, un patrimoine et une histoire, des terrasses, des surprises, un shopping différenciant. Il faut maintenant le mettre en scène. Et comme à chaque grande phase de mutation de la consommation et de la distribution, des métiers vont disparaître, des commerces vont fermer, mais de nombreux nouveaux concepts émergent, plus agiles, plus hybrides, et toute cette économie de la proximité va continuer à se développer, au plus près de là où les gens vivent, travaillent, se cultivent ou passent. Alors le commerce est avant tout une affaire de commerçants, certes, mais les pouvoirs publics doivent désormais mettre en œuvre des stratégies de territoire et organiser cette fonction économique comme elles organisent depuis bien longtemps l'habitat, les zones d'activité, les transports ou les équipements. Il s'agira alors de trouver la bonne place et le bon rôle pour chaque forme de commerce, le centre-ville, les quartiers, la périphérie dans l'armature économique du territoire sans stigmatiser ou opposer. C'est dans ce contexte complexe, mais stimulant que le cabinet aide à proposer d'accompagner la ville de Bergerac et son manager de centre-ville dans cette mission de diagnostic et de construction de la stratégie de revitalisation et de développement commercial de son centre-ville. Tout en capitalisant sur son histoire, ses énergies et ses forces économiques en place, nous allons le polariser, le renforcer, le compléter par les concepts et services qu'il se doit d'offrir demain, et surtout le rendre lisible comme la destination shopping de la Dordogne.
Et sans surprise, en dehors des grandes métropoles régionales, les centres des villes moyennes souffrent de la maladie de la dévitalisation, démographie en berne, attractivité faible, habitat vétuste et inadapté, structure sociodémographique défavorable, environnement urbain peu qualitatif, évasion du pouvoir d'achat en faveur des périphéries des villes, omniprésence de la voiture, métropolisation, fermeture des services publics, concurrence des centres commerciaux périurbains. Financiarisation de l'immobilier de commerce, e-commerce, et des commerçants qui ont peu évolué. Et malgré la désaffection des consommateurs, les centres commerciaux continuent de s'agrandir et, pour remplir leurs ensembles immobiliers et, ou soutenir leur fréquentation, tentent de corriger leur positionnement mono-activité de commerce en développant des destinations de loisirs et de culture, multiplex, spectacles, parcs de jeux et de santé, maisons médicales, pharmacies, laboratoires. Même si localement il y a une prise de conscience, les choses continuent comme avant, les autorisations sont accordées pour continuer à construire la ville en dehors de la ville, avec toujours plus de centres commerciaux, de zones d'activité, de rocades, de lotissements. De nombreux élus affirment s'occuper de leur commerce, et donc se préoccuper de leur centre-ville. C'est malheureusement tout l'inverse. À Bergerac comme dans de nombreux autres territoires similaires, des plans d'action à 360 degrés devront être mis en œuvre, à long terme pour resserrer, sans nostalgie, les circuits marchands du cœur de ville pour le rendre plus fort et plus lisible, accompagner les entreprises et l'immobilier de commerce dans leur adaptation au commerce de demain, mobiliser et gérer chirurgicalement le foncier commercial stratégique en cas de défaillance du privé. Conserver ou y réimplanter des fonctions médicales, 2/3 des spécialistes français sont aujourd'hui en cliniques ou en maisons médicales en périphérie, et des services publics, y maintenir la culture, les cinémas, 1 sur 2 est déjà en périphérie en France. Améliorer le confort et l'accessibilité, gérer le stationnement, traiter les espaces publics pour encourager la déambulation, déployer des terrasses et des marchés. Rénover et adapter l'habitat pour qu'il réponde mieux aux attentes des familles et des jeunes actifs. Valoriser le patrimoine. Animer la ville, créer l'événement. Et surtout travailler le positionnement alternatif et singulier du centre-ville. Contrairement à de nombreux centres commerciaux d'entrée de ville, le cœur de ville de Bergerac n'a rien de comparable avec les autres centres-villes des villes moyennes du Sud-Ouest. Dans ce contexte de décroissance de la consommation, les ventes en ligne ont été multipliées par 8 en 10 ans. Elles concernent tous les Français et surtout tous les secteurs d'activité. L'impact du commerce en ligne est d'ailleurs plus important sur les centres-villes que sur les zones commerciales périphériques dont les activités historiques d'alimentation, de bricolage, de produits techniques et d'équipement de la maison ne sont pas les secteurs d'activité en tête des ventes du e-commerce. Un centre-ville aura tellement de choses à offrir, à donner à voir. L'histoire, l'identité, l'ancrage, le patrimoine, la qualité des espaces publics, la convivialité, le lien social doivent permettre de proposer une véritable expérience de différence à ses habitants, visiteurs ou clients. Il est vital désormais de fédérer tous les acteurs autour d'une stratégie commune. Les commerçants veulent seulement continuer à faire leur travail, répondre aux besoins de produits et de services de leurs clients. Encore faut-il que des potentiels clients habitent ou fréquentent ces centres-villes. Bergerac est une ville moyenne de 28 000 habitants située en Dordogne, à 55 minutes de Périgueux, 1h15 de Villeneuve-sur-Lot ou Marmande et à plus de 1h30 d'Agen, Brive ou Bordeaux. Bergerac n'est pas desservie par des infrastructures performantes, autoroutes ou lignes de TGV. Elle dispose d'un aéroport régional par lequel transitent plus de 300 000 passagers par année, notamment de nombreux touristes anglo-saxons. 14 lignes aériennes, dont 11 vers le Royaume-Uni, desservent l'aéroport de Bergerac. En 2016, le pays bergeracois a enregistré 450 000 visiteurs, en progression de 20% par rapport à 2015. Et même si les commerçants déclarent ne pas en ressentir directement les effets, la typologie et la saisonnalité de l'activité confirment bien ce levier de développement pour le commerce et les services du centre-ville.
L'offre commerciale de Bergerac est importante avec 3324 mètres carrés de commerce pour 1000 habitants, contre 2420 mètres carrés en moyenne dans les villes de 20 000 à 30 000 habitants, et s'organise en 3 principaux pôles non équilibrés. Avec 73 millions d'euros et 18% du chiffre d'affaires de l'agglomération, le centre-ville de Bergerac ne joue plus complètement son rôle de centralité attractive et puissante. Il est caractérisé par son offre importante de boutiques, 77% du chiffre d'affaires, et son marché alimentaire qui constitue une vraie locomotive. Un équipement commercial important sur la zone de la Cavaille, un centre-ville en perte de vitesse, mais une zone de chalandise étendue et une bonne rétention globale des consommations sur le territoire. Le centre-ville de Bergerac ne joue pas complètement son rôle de centre-ville. Son poids dans le chiffre d'affaires, 18% des 72 millions d'euros, se situe en dessous d'une moyenne de centre-ville, 20-25%, perte d'attractivité du centre-ville ainsi qu'une évasion en partie vers les zones commerciales alentours. Le périmètre de Bergerac compte aujourd'hui un nombre important de boutiques avec 490 cellules commerciales. Le taux de vacance de 16%, 80 cellules, est supérieur à la moyenne française. L'analyse de l'armature commerciale montre que les locaux vacants sont dispersés dans le centre-ville avec toutefois une concentration dans les rues piétonnes du centre historique derrière la rue de la Résistance. De plus, des locaux aux emplacements stratégiques sont vacants, exemple des nouvelles galeries, le forum, etc., et des discontinuités bâties perdurent, dans Creuse, Grand-Rue, rue des Forts ou Bourg-Barreau. Une analyse plus approfondie des locaux vacants identifie une vacance commerciale dite structurelle. En effet, 68% des locaux vacants sont des petites surfaces de moins de 30 mètres carrés. La sociodémographie de Bergerac et de son bassin n'est pas particulièrement favorable au soutien de l'activité économique de proximité. Le nombre d'habitants de la ville progresse peu. De nombreux logements y sont vacants. Son centre-ville est classé quartier prioritaire politique de la ville. Les taux d'imposition, de pauvreté et le niveau des revenus soulignent la fragilité de la clientèle résidentielle de la zone de chalandise. La population vieillit et le nombre de demandeurs d'emploi augmente. Comme l'a récemment publié l'INSEE, toutes les études montrent que la part du budget des ménages, consacrée aux produits de consommation courante, ne cesse de baisser depuis 1990. Les postes de dépenses contraintes, logement, santé, enseignement, pèsent de plus en plus sur les dépenses des Français, et les projections à 10 ans confirment la tendance. À part l'alimentaire, tous les autres secteurs de la consommation régressent et continueront à régresser. Le centre-ville de Bergerac compte plus de 3000 places de stationnement dont 980 places de stationnement gratuites à proximité du centre-ville et 2061 places en centre-ville gérées par la SAG, réparties de la façon suivante, 1109 places dans des parcs de stationnement et 952 places en stationnement payant sur voirie. Cette jauge semble adaptée au regard du fonctionnement du centre-ville et du taux de motorisation des ménages de la zone de chalandise, à partir du moment où la rotation est encouragée. La SAG a mis en place, en lien avec les commerçants, des points parking, qui correspondent à des bons de réduction sur tickets de parking. L'enquête auprès des professionnels montre que peu de commerçants utilisent ce dispositif. La multiplicité des dispositifs et des tarifications rend la politique de stationnement difficile à appréhender pour le grand public. Les aménagements urbains du centre-ville sont plutôt qualitatifs et soulignent le patrimoine architectural remarquable. Des initiatives d'embellissement et de végétalisation, privées sur le domaine public sont à noter. De nombreuses boutiques présentent des vitrines et devantures soignées, de jolies enseignes homogènes et qualitatives et du mobilier de terrasse valorisant. Les commerçants de Bergerac sont majoritairement fermés le dimanche, 86%, le lundi, 64%, et quasi systématiquement à 19 h, 74%. Par contre, 2/3 d'entre eux déclarent ouvrir entre midi et 14 h. Ces commerçants sont plutôt jeunes, 61% de moins de 54 ans, même s'il semble opportun d'accompagner le un quart des chefs d'entreprise de plus de 60 ans dans leur projet de transmission.
De nombreuses activités sont installées au centre-ville de Bergerac depuis plus de 10 ans, ce qui confirme un socle économique stable. Mais un quart des commerces date de moins de 3 ans, confirmant l'attractivité du centre-ville pour les créateurs. Les taux de création ou de fermeture d'entreprises sur le centre-ville sont tout à fait stables ainsi que le niveau des emplois directs, autour de 750 emplois depuis 10 ans. 66% des commerçants déclarent disposer d'un site web, 75% d'entre eux animent des pages sur les réseaux sociaux. Le collectif J'aime Bergerac, date de création, début 2015. Gestion par 12 professionnels. Ce collectif représente les usagers et les commerçants du centre-ville de Bergerac. Plusieurs moyens de communication ont été mis en place, un site internet privé qui ne répertorie qu'une partie de l'offre commerciale du centre-ville et donc l'absence d'une vision globale de l'offre du centre-ville et un site internet de la ville qui donne des informations réglementaires. Par contre, malgré ses déclivités et son réseau de nombreuses placettes, le cœur de ville offre peu de mobilier de repos, de fontaines, de zones ombragées, de jeux pour enfants. Dans certaines rues piétonnes, l'éclairage public est vieillissant et peu efficace. Le centre-ville de Bergerac doit retrouver une place légitime dans l'armature économique du territoire. Il doit être la priorité à assumer. La revitalisation économique du centre-ville de Bergerac est l'affaire de tous, commerçants, unions commerciales, syndicats professionnels, consulaires, pouvoirs publics, banquiers, élus locaux, experts. Chacun aura un rôle à jouer. Une stratégie foncière et immobilière à mettre en œuvre pour disposer d'un immobilier commercial adapté. Des modalités d'une observation pérenne de l'activité commerciale et d'évaluation de la politique commerciale. Une politique d'animation, de service aux commerçants, une politique de communication et une stratégie digitale. Des modalités d'optimisation du fonctionnement urbain et de traitement des espaces publics. Des besoins en matière d'accompagnement des entreprises. Objectif, travailler ensemble sur les difficultés des commerçants et artisans de vitrine, leurs attentes et surtout leurs propositions concernant les thèmes suivants. Une dynamique économique et commerciale. Des circuits marchands et d'aménagements urbains. L'accessibilité et le stationnement. L'animation, la communication et les services à la clientèle. La mutation des horodateurs, exigée arbitrairement par l'État français, préfigure les changements qui interviendront rapidement, lorsque la vérification du paiement du stationnement de surface passera de la police municipale dans les mains des agents de la société privée SAG. Ce nouveau dispositif, exagérément cher, ne va pas dans le sens d'une pérennisation des commerces des centres-villes. Responsables ? Les acteurs économiques financiers, les banques et les industries, et leur logique d'actionnariat, par leur politique effrénée de financiarisation, sont responsables de l'accélération d'une incapacité à comprendre le chaos social vers lequel l'humanité s'achemine. La crise économique est liée à la crise climatique et à la crise écologique. Ces changements sont les précurseurs des crises dans les structures sociales et leur mode de vie. Il n'y a pas encore vraiment de remise en cause du système de transport, des systèmes énergétiques, du système de consommation ou de surconsommation généralisée, de la publicité. Cette remise en cause est faite par des écologistes, par des mouvements collectifs, par des associations. Elle n'est pas encore réellement intériorisée par des forces politiques d'ampleur importante. Ce n'est pas encore pris en charge par les couches des décideurs, qu'ils soient aussi bien politiques qu'économiques, c'est-à-dire une couche assez mince de gens, qui s'approprient à la fois des revenus tout à fait considérables, qui profitent du système, en vivant luxueusement et dans une prodigalité tout à fait surprenante, et en tout cas hors de propos par rapport aux enjeux qui se posent à l'heure actuelle, et qui par ailleurs tiennent les leviers du pouvoir économique, politique et médiatique pour l'essentiel, et donc empêche une véritable évolution du système, qu'on arrive à transformer ces signaux d'alarme en actions concrètes, parce que cela remettrait en cause leur système de pouvoir, et leur appropriation des revenus. Les discours restent toujours contraires aux actes et les constats de ce genre s'accompagnent toujours d'une référence à la « théorie du complot », qui permet d'évacuer les critiques beaucoup trop gênantes afin de ne pas avoir à les aborder.
Les oligarques qui sont les principaux responsables de cette situation vivent en marge de la société et ne veulent rien savoir des réalités de la vie sociale des autres. Ils vivent entre eux, dans des résidences particulières. Ils ne voient le monde qu'à travers les vitres teintées de leurs voitures climatisées. Ils ne fréquentent que les halls d'aéroports. Ils se retrouvent dans des grands centres d'affaires, de grands hôtels. Ce sont ces gens-là qui empêchent que l'on passe à l'action, qu'on essaie de résoudre des problèmes qui pour eux sont des bêtises. Prendre en charge la crise écologique et la crise sociale, c'est remettre en cause la distribution des revenus dans les sociétés. Donc fatalement, c'est remettre en cause le fait que des milliardaires soient des milliardaires, que des gens extrêmement fortunés puissent planquer leur argent dans des paradis fiscaux. C'est la rivalité des signes et de l'ostentation. C'est-à-dire que tout individu ou tout groupe social est en rivalité de statut, il veut montrer à ses voisins qu'il vaut un peu plus qu'eux, qu'il est un peu plus qu'eux, qu'il a de plus beaux objets qu'eux. Cela se reproduit aussi entre les classes sociales, entre les groupes sociaux vont se différencier les uns par rapport aux autres, par cette capacité à l'ostentation. Et cette rivalité va pousser les individus et les groupes sociaux à avoir et vouloir toujours plus, avoir ce qui est statuaire, c'est-à-dire un objet qui va avoir de la valeur non par ce qu'il accomplit, par la fonction qu'il remplit, mais par le fait que c'est un signe que nous envoyons à nos voisins, à nos rivaux, de la position sociale éminente que nous avons. Le problème qui se pose, c'est que nous ne sommes pas simplement contre l'inégalité par le sentiment d'injustice, pas seulement parce que nous sommes contre cette ostentation incroyable, mais parce que nous aspirons à une vie plus simple et plus sereine. C'est parce que cela pose un problème aujourd'hui à l'humanité. Parce que tous ces mécanismes d'inégalité sociale, qui est de plus en plus pénible, et qui pourrait conduire une partie des gens à la révolte, et à un chaos social d'une certaine manière. Les oligarques empêchent toute action collective, d'abord parce qu'ils détiennent tous les pouvoirs et surtout parce qu'ils sont cupides et avides de toujours plus de puissance, ce qui les valorise à leurs yeux, d'aveugles. Ils s'efforcent d'affaiblir les possibilités de contestation, par la diminution des libertés individuelles, du contrôle et du fichage des peuples, par des systèmes de surveillance généralisés. Un retour aux libertés doit d'abord passer par ce constat, d'une prise de conscience de leurs privations et de son diagnostic. Or, il suffirait d'un transfert financier de 2% des revenus des plus riches pour permettre aux pauvres de pouvoir vivre dignement. Une société qui chercherait plus d'égalité sociale, plus de justice, certainement irait dans le sens d'avoir plus de services collectifs, d'avoir plus de biens communs, moins d'appropriation privée, et moins de consommation individuelle. La moralité humaine actuelle reste toujours identique à celle de l'Antiquité. Le comportement humain, dans son organisation sociale, s'est même considérablement aggravé, à cause des moyens technologiques auxquels il a eu récemment accès. Une relocalisation de l'économie pourrait permettre un redéploiement de l'organisation sociale. Économie ouverte. La fin d'une économie commerciale permettrait de reconfigurer la société humaine. Le gouvernement traditionnel n'est qu'un prolongement du commerce, son rôle principal est de surveiller et de réguler l'économie. Imaginez pendant un instant que nous n'ayons plus besoin d'un quelconque type d'économie commerciale. Pas de marché, pas de monnaie, pas de travail ni de salaire, pas de facture ni de taxes. Cela deviendrait rapidement difficile de voir quel pouvoir ou but un gouvernement pourrait avoir dans un tel système. Faisant partie inhérente de l'économie, le gouvernement lui-même est limité par ce qu'il peut faire. Nous sommes tous au courant des coupures budgétaires dans les services de l'État, de la dette nationale, des histoires de corruption, des groupes de pression corporatifs, des intérêts particuliers menant à des politiques indésirables. Le gouvernement dont tous ses membres, étant plus ou moins soumis à l'économie, n'a qu'un pouvoir de contrôle très limité. Au lieu de se focaliser sur des châtiments sans fin, une justice et la rédaction de la loi. Nous devrions plutôt nous questionner sur les raisons de ce comportement antisocial et s'occuper directement de ce problème. Si vous avez besoin d'une loi vous disant quoi faire et ne pas faire, n'est-ce pas vraiment le signe que le système ne répond pas aux besoins de son peuple et que la population est pauvrement éduquée?
Ne devrions-nous pas plutôt aspirer à une société dans laquelle les gens ne veulent pas ou n'ont pas besoin de faire du mal aux autres? La loi est l'instrument contondant que nous utilisons pour cacher nos failles afin de créer une société satisfaisante et proprement éduquée. Donnez aux gens ce dont ils ont besoin, ils n'auront plus besoin de vous voler. Renforcez l'empathie naturelle des gens afin qu'ils comprennent l'inutilité de vous faire du mal. Bien évidemment, ceci n'arrêtera pas tous les crimes, mais il devrait être éradiqué aux environs de 99%. La concentration de la richesse est fondamentalement inévitable dans un système de marché commercial et de propriété privée. Cela crée un flux à sens unique canalisant graduellement la richesse vers le haut. Il est important de noter que tout système se basant sur la rareté incitera toujours à la cupidité et à un comportement égoïste. Dès qu'une technologie apparaît pour remplacer le travail d'un humain, le poste disparaît aussitôt et ne réapparaît plus jamais. Comme de plus en plus de gens perdent leur travail à cause de la technologie, le chômage augmente, le pouvoir d'achat diminue, créant ainsi un système de plus en plus dysfonctionnel. Les gouvernements et les banques accordent continuellement du crédit monétaire afin de garder le système à flot. N'avez-vous jamais considéré l'idée qu'un soldat de l'armée régulière qui obéit aux ordres est en fait un assassin? Il ou elle a complètement abandonné son propre sens moral intérieur pour infliger mort et destruction aux autres. N'est-ce pas incroyable que presque toute la société considère cela normal? Et dans certains cas, même honorable. Pouvez-vous être plus déconnecté quand vous tuez gaiement d'autres gens en pensant que vous ne faites rien de mal? Dans tout autre contexte, cela serait considéré comme un comportement psychopathe. Nous allons apporter un changement radical à notre société, ou bien un changement radical nous arrivera, puisque nos problèmes nous amènent petit à petit inéluctablement vers un effondrement sociétal, économique et environnemental. Aussi longtemps que vous suivrez les mêmes règles, vous aurez les mêmes résultats, la concentration des richesses et une masse de perdants. L'analogie du marché capitaliste avec le jeu de société, Monopoly, est parfaite. Les méthodes et les idées pour une économie ouverte en dehors du commerce et du gouvernement vous sont déjà familières. Nous n'avons simplement qu'à les appliquer d'une nouvelle façon. Mais une économie ouverte ne se résume pas seulement à s'adapter à un nouvel ensemble de paramètres afin de survivre, il s'agit aussi de profiter d'une opportunité historique en transcendant nos méthodes primitives et féodales pour créer un formidable paradis de vie pour chacun d'entre nous. Lorsque nous regardons de très près tout ce qui est possible dans une société humaine, nous réalisons que nous pouvons créer tous les types de sociétés que nous voulons. Et aussi longtemps que cette société couvrira les désirs de base de survie du peuple, elle sera florissante. Une économie ouverte consiste à changer conjointement nos priorités pour un but commun. C'est une approche globale pour faire fonctionner une société humaine de façon optimale avec compassion, servant équitablement à tout le monde. Ceci ne peut être réalisé qu'en sortant des contraintes traditionnelles du commerce et de la gouvernance et en agréant à un but commun, nous gravitons à l'intérieur de groupes, d'équipes, de villages et de villes. La gravité sociale est la force qui nous lie naturellement, c'est ce qui maintiendra l'ordre, l'équilibre et l'efficacité dans l'économie ouverte. Plus les gens en bénéficieront, plus cette force deviendra puissante. Lorsque la survie n'est pas menacée, un comportement paisible et naturel chez tout animal, les humains inclus, l'idée de base est de réduire au minimum l'implication des gens en partageant le plus largement possible la charge de travail parmi la communauté. Chaque communauté aurait son propre centre d'information comprenant un inventaire complet des ressources, des personnes et des qualifications disponibles. Une telle base de données serait entretenue et gérée par les utilisateurs et connectée aux autres communautés. La section des ressources servirait de plateforme répertoriant par lieu les offres et les demandes pour que les utilisateurs puissent proposer, trouver et demander les ressources dont ils ont besoin. Une économie ouverte performante nécessite la coopération de tout le monde pour créer l'abondance et les multiples qualifications désirées. Les cercles financiers dirigent les économies des entreprises et celles des États, ou plus précisément celles de leurs dirigeants. Chaque cercle dirige un secteur d'activité. Chaque multinationale, chaque banque possède ses propres cercles. Chaque État possède les siens.
des intermédiaires, en relation avec quelques cercles, représentent un autre cercle. Pour que chaque cercle puisse fonctionner, il est indispensable à ses dirigeants de comprendre le fonctionnement des cercles avec lesquels ils réalisent des transactions. Toutefois, un cercle mondial régit ces ensembles. La règle du jeu y établit un contrat à vie avec tous les protagonistes. Cette règle du jeu impose à chaque membre de placer sa conscience entre parenthèses. Cela signifie qu'il ne doit y avoir aucun scrupule dans l'élaboration des actions ni de ressenti concernant les conséquences. Il s'agit d'un monde impitoyable dont personne, n'étant pas en relation avec ces cercles, ne peut avoir connaissance et ne doit pouvoir avoir connaissance. Les cercles financiers ont pour mission de gérer les actifs financiers des grands groupes économiques. Le but ultime de ces cercles est d'accumuler un maximum d'argent en un temps le plus court possible. La gestion de l'argent de ces professionnels ne consiste pas à organiser le système économique international. Il consiste à capturer un volume toujours plus important de devises. Ils appellent cela négocier des actifs. Cela consiste donc à gagner de l'argent en profitant des écarts entre les taux d'intérêt. Pour que ces clubs fonctionnent normalement, il est également indispensable d'y pratiquer des commissions et des rétrocommissions. La naïveté et la conscience n'ont pas leur place dans cet univers inexorable. N'importe qui ne peut accéder à ce milieu. Chaque membre doit correspondre à un schéma psychologique déterminé. L'accès aux postes clés se fait par cooptation et parrainage, en fonction des compétences démontrées. La vision de la société humaine, de ces gens-là, ne correspond à aucune des considérations communément admises. L'implication personnelle doit y être et y rester totale. Le marché des échanges est un énorme système financier mondial où les États n'ont aucun rôle direct. Seuls les responsables des cercles, par secteur, sont en capacité d'agir et d'interagir. Les modèles financiers des banques n'agissent que pour des clients. C'est, en fait, la législation internationale qui permet les montages financiers permettant les transferts monétaires. Ces montages sont en conformité avec les organismes de réglementation, qui n'en connaissent pas leur fonctionnement. Ce sont ces montages qui permettent les évitements fiscaux en toute légalité et entre autres choses. Ce sont d'énormes masses d'argent qui transitent continuellement, d'un côté à l'autre, généralement en liquide, dénommé cash, pour pouvoir mieux les confondre dans la masse monétaire globale où elles sont réinjectées. La provenance en est éminemment douteuse. Elles sont issues des provenances les plus diverses. Parmi elles, il y a l'argent souterrain des pays boycottés, celui des blanchiments, de la criminalité et du terrorisme. L'informatisation permet aussi des montages obscurs. Il s'agit là aussi d'une règle du jeu. Ce sont les mêmes qui établissent les directives et qui établissent ensuite les règles d'évitement de ces mêmes directives. Les niveaux supérieurs déterminent leurs propres accords entre eux, en dehors de tous les circuits officiels de contrôle. Et il suffit pour cela de laisser les petits acteurs économiques dans la totale ignorance des règles du jeu financier globalisé. Seules quelques personnes habilitées sont placées dans le secret. Ce sont elles qui interagissent avec les banques, les multinationales et les gouvernants des États. Mais aussi avec les représentants des organisations illégales ou terroristes. Les autorités, détentrices de ce pouvoir, et ignorées des représentants officiels, utilisent des collaborateurs, qui sont chargés de porter le chapeau en cas de divulgation intempestive. Cela leur permet de rester totalement cachés dans leurs actions. Tout y est parfaitement compartimenté afin que chaque acteur ne puisse pas savoir ce que l'autre fait. Aussi la moindre erreur est-elle sévèrement sanctionnée. Chaque faille éventuelle doit y être évaluée et corrigée. Le sommet de la pyramide, qui dirige la planète monétaire, ne peut pas être approché. Il est réservé à une élite tapie dans l'ombre. Ces responsables appellent cela le monde réel, et ce sont eux qui décident du sort de l'humanité. Corruption, fraude, guerre, manipulation, tromperie, satanisme,
pratiques lucifériennes et pédocriminalité. Ils considèrent bénéficier d'une aide surnaturelle dans leurs actions et de quête de domination mondiale. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui vendent leur âme au diable, il y a aussi des artistes, des scientifiques, des historiens, des politiques bien sûr. Quant aux religions, c'est une autre histoire, mais cela se rejoint. Des connexions sont établies en fonction des connaissances de chacun sur chacune. C'est ainsi que s'établissent les transits monétaires en toute quiétude. Les différents acteurs se tiennent tous par la barbichette. Chaque acteur se devant de connaître les particularités adverses. Chaque action se fait à partir de la sûreté des renseignements obtenus. Les services secrets des États sont directement impliqués dans la quête des renseignements. Contrairement à ce que l'on fait croire aux opinions publiques, les services secrets n'ont aucun rôle concernant la protection des pays. Ces services sont des organisations criminelles, mis au service des puissants décideurs et sont chargés de la dissémination des armes et du déclenchement des conflits armés, partout sur la planète. Le principal objectif du cercle mondialisé est d'entretenir la misère parmi les populations, partout. Les services secrets étatiques disposent d'énormes flux monétaires provenant des différents trafics découlant de tous les conflits organisés. Ils sont, à eux seuls, un État dans l'État. Le fonctionnement du milieu économique ne correspond à aucune image qui lui en est donnée officiellement. Son image n'est qu'une illusion. Mais il convient de savoir aussi que bien des acteurs finissent par rompre le contrat, pour diverses raisons. Parmi tous ceux qui se réjouissent du malheur qu'ils occasionnent autour d'eux, quelques-uns finissent par abandonner ce jeu de dupes. Il convient en effet de comprendre que les suicides quotidiens des agriculteurs, des petits commerçants et de bien d'autres acteurs dans tous les secteurs économiques et sociaux sont causés par les actions concertées de ces psychopathes sans scrupules qui établissent leurs règles du jeu. Ces situations dramatiques les réjouissent, bien au contraire. C'est ainsi, en décidant du sort de leurs concitoyens, qu'ils peuvent se considérer comme des êtres supérieurs. Cela va bien plus loin encore, car ils considèrent tous ceux qui l'ont réussi à mettre en difficulté, comme des déchets de leur organisation. Ils n'étaient que des marchandises sans utilité. Ces intelligences supérieures doivent pouvoir décider du sort de chacun et de chaque chose. Elles ont établi un contrat qui lie chacun des acteurs des différents cercles. Il consiste d'abord à ne jamais devoir révéler aucun nom des organisations et entreprises impliquées ni d'aucune des personnes instigatrices. Il s'agit du contrat de confidentialité qu'il est impératif de devoir respecter. La sentence étant bien évidemment la peine de mort, sans procès. Il est impératif de comprendre que tout instigateur désirant progresser dans la hiérarchie se doit d'apporter des gages de sécurité. Des séries de tests sont organisées pour évaluer la fiabilité des candidats. Des entraînements sont réalisés et qui correspondent aux divers degrés de responsabilité envisagés. Pour pouvoir impliquer des personnes dans l'organisation, ces tests permettent une évaluation des compétences, mais surtout des capacités personnelles à l'action, au sein du groupe. Il convient aussi de comprendre que les règles du jeu, au niveau hiérarchique supérieur, ne peuvent pas être compréhensibles avant d'y avoir accès. Par exemple, aucune des religions conventionnelles ne peut y être représentée. Rien de ce qui permet l'organisation conventionnelle de la société n'y est respecté. Parce que les détenteurs de tous les pouvoirs, au sein du cercle mondial, n'ont de compte à rendre qu'à leur conscience déficiente, tout leur est envisageable. Ils appelleraient cela la belle vie, avec des orgies de toutes sortes, et avec toutes les conséquences que cela comporte. Des rituels infanticides y seraient préparés dans des pays adaptés, sous le couvert du satanisme. Ces rituels serviraient à introniser les nouveaux adeptes. Le témoin se passerait entre les familles par générations successives. Ce n'est que très rarement que des candidats extérieurs puissent être intronisés. Des repentis auraient pu dévoiler les atrocités de ces psychopathes qui dirigent les systèmes économiques planétaires. Ils n'auraient plus pu supporter les mécanismes de soumission par le chantage organisé et l'endoctrinement. Il s'agirait donc bien d'un phénomène mondial parfaitement structuré, dans un monde complètement opaque.
Des stratégies de contrôle des masses à partir de psychologie commerciale permettraient de tout élaborer à l'avance, déterminé par le contrôle mental et la manipulation. Les populations sont considérées comme des troupeaux de moutons qui doivent être encadrés et orientés par des hordes de chiens féroces dans les directions souhaitées. Ce système et ces méthodes seraient utilisés à tous les niveaux de l'organisation de la société humaine. C'est en fait une superstructure mafieuse parfaitement structurée et hiérarchisée qui dirigerait toutes les formes de délinquance en activité dans le monde. Le pouvoir central pourrait être installé à Rome. Chaque pays détient des représentants. Tout l'ensemble est très militaire. Le mécanisme établi de la survie des populations résulte d'une programmation élaborée sur la psychologie des masses permettant leur orientation. Les expérimentations humaines, ainsi que définies, porteraient sur des protocoles d'infiltration, de manipulation et de recherche en efficacité, tout particulièrement auprès de leurs enfants. Ces mécanismes seraient en corrélation avec les protocoles de Sion, qui auraient été établis par les Juifs et les francs-maçons, élaborés en Russie au début du XXe siècle, comme devant être un plan de conquête du monde. Sa conséquence en serait l'acquisition du pouvoir ultime, à partir de la complète désorganisation de la société humaine pour pouvoir aboutir à une autocratie globalisatrice. La vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance internationale, car elle peut amener au pouvoir des personnes véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues que la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale, la morale, l'éducation et la culture, le service public ou encore l'état de droit. Ce risque ne peut être accepté quand il s'agit de globaliser ou plus exactement d'américaniser et de subordonner les peuples aux puissants réseaux politico-bancaires pilotés par Washington. Il est donc nécessaire de tendre vers une pensée unique. Il conviendrait de définir ce programme comme une force haineuse et destructrice des valeurs morales. Sa suprématie serait établie sur la division permanente de l'humanité pour pouvoir mieux la contrôler. L'humanité serait tout simplement leur ennemi. C'est là, la simple réalisation d'un monstre de cupidité. Pourtant, il suffirait que l'humanité prenne conscience de ce fléau pour que ce pouvoir cesse d'exister. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection